13h sur la télévision du Burkina au sommaire de cette édition, suite du séjour du président du Conseil de la Confédération helvétique au Burkina, Andreas Aebi était dans le centre-ouest et sur les traces des investissements suisses au Burkina. Visite au pas de course à suivre en ouverture de journal. Dans ce journal, le coup de frein aux activités économiques et agricoles dans la province du Sourou. Coup de frein donné par le couvre-feu en vigueur depuis 2019 du fait de l'insécurité. Immersion dans le quotidien des populations dans quelques instants. Et puis Derek Chauvin, coupable de la mort de George Floyd. L'annonce du verdict a entraîné des cris et même des pleurs de joie. Pour de nombreux Afro-Américains, une nouvelle page s'ouvre dans la promotion des droits civiques au pays de l'oncle Sam. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Carnet de séjour du président du Conseil de la Confédération helvétique pour ouvrir donc ce journal. Et nous nous rendons dans le centre-ouest où Andreas Aebi a effectué une visite. Il était sur les traces des investissements de son pays au Burkina. Une visite au pas de course qui a commencé par une piste rurale dans la commune de Poix. Le film avec Urbain Benito Somé et Nyaki Teda. Sur la piste rurale de Noissin dans la commune de Poix, le président du Conseil national suisse, Andreas Aebi, visite l'infrastructure financée par son pays et réalisée par les populations locales elles-mêmes. C'est la technique IMO, haute intensité de main-d'œuvre qui est utilisée. Dans quelques jours, la piste sera opérationnelle avec un ouvrage de franchissement. Adieu le calvaire et les angoisses, car 4 personnes ont perdu la vie, emportées par les eaux. Nous sommes très fiers de cette route, car pendant la saison des pluies, c'est la croix et la bannière. Joindre un bout à l'autre, ce n'est pas facile. Maintenant, tout va reprendre. Le commerce, l'école, etc. La piste désenclave 3 communes, Poix, Ramongo et Sabou. Après cette piste, le visiteur du jour met le cap sur le centre Wen Puré de Koudougou. Wen Puré œuvre pour la valorisation des produits de la riche depuis 1999. Voilà, toutes nos excuses pour cet élément qui finit en queue de poisson. Coopération toujours et nous nous rendons dans la cité des Vergers où Maliens et Burkinabés se concertent. La rencontre de 48 heures devait leur permettre d'identifier les problèmes transfrontaliers et permettre de faire des frontières des passerelles de développement. Hassan Gourabou et Ali Traoré. Ils sont pour la plupart des élus locaux ou des forces de défense et de sécurité. Venus de Sikasso, Yorosso au Mali et de Kénédougou au Burkina Faso, ils se concertent sur la nécessité d'améliorer les relations aux frontières. La réunion d'aujourd'hui se situe dans le cadre de la coopération transfrontalière où notre appui est parti du côté du Mali et du Burkina pour assurer la paix. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour assurer la paix au niveau des frontières. Étant donné que le colonisateur a très mal défini nos frontières, donc il va de soi que nous appuyons les États à connaître leurs frontières pour leur souveraineté, mais après faire la coopération transfrontalière, comme on le dit tantôt, de passer des barrières aux passerelles. Et cette initiative est appréciée par les deux parties, d'autant plus qu'elle facilitera l'identification des problèmes rencontrés aux frontières. Ça va changer dans la mesure où, sur tous les aspects, c'est-à-dire que si j'en parle des aspects de ressources naturelles et aspects aussi des corridors, il y a souvent des problèmes qu'il est bon vraiment en tant qu'autorité frontalière de se connaître, et d'échanger sur les questions, afin de trouver les problèmes qui se posent. Nous avons un contexte particulièrement marqué par la pandémie du coronavirus, mais aussi d'attaques terroristes. Donc il était aussi important que pour permettre la libre circulation des biens et des personnes, que ces acteurs se réunissent et pouvoir bien sûr échanger. Cet atelier qui va durer 48 heures est initié par le ministère en charge de l'administration territoriale avec le soutien de la GIZ. Le Japon, un autre partenaire du Burkina, vient de réaliser des périmètres irrigués dans le centre-nord, des périmètres qui devront permettre aux personnes déplacées internes et leurs communautés d'accueil de mieux faire face à la crise humanitaire dans cette partie du pays. La remise des ouvrages agricoles a eu lieu hier en présence de Martin Ouedraogo et Yacouba Kouala. Mise en œuvre par l'Organisation internationale pour la migration, OIM,
Ce projet va permettre aux populations de faire la maraîchère-culture à tout moment pour améliorer leurs conditions de vie. Et le gouvernement du Japon a décidé d'apporter. Le gouvernement du Japon a décidé d'apporter cette contribution à travers l'OIM pour soulager les populations vulnérables. Le gouvernement du Burkina fournit beaucoup d'efforts, mais les besoins sont énormes à cause de l'insécurité. Je souhaite que ces périmètres soient bien exploités. Ces périmètres seront exploités. Pour l'Organisation internationale pour la migration, la réalisation de ces périmètres vise à favoriser la cohabitation entre communautés d'accueil et personnes déplacées internes. Le tissu social est très important dans les communautés ici. Il faut que nous parlions de paix et de cohésion sociale et de vivre ensemble. Et tout ceci avec les communautés d'accueil et les personnes déplacées internes qui œuvrent autour d'un même projet. Au regard du contexte sécuritaire dans la région du Centre-Nord, bon nombre de ces personnes se sont déplacées. La réalisation de ces périmètres vient à point nommé, selon les bénéficiaires. Nous avons eu la chance. Ils ont aménagé ce périmètre pour nous. Nous allons vraiment y travailler pour diminuer nos peines. Autour de nous, il n'y a pas la paix. Si on n'a rien à faire, on peut se retrouver dans d'autres situations. Pour la réalisation des périmètres de Tiftansega et de Koulgo, le Japon a déboursé la somme de 601 millions de francs CFA. La province du Sourou est l'une des provinces les plus touchées par la crise sécuritaire, une crise qui a imposé depuis 2019 un couvre-feu de 22h à 4h du matin, ce qui n'est pas sans conséquence sur les activités économiques et agricoles. L'impact du couvre-feu dans la province du Sourou, c'est un reportage que nous proposent Salifou Belem et Draman Dadia. Tougan by night. Dès 18h35, ces lampadaires solaires éclairent la cité de Toua. Ce qui devrait en principe donner un coup de pouce aux activités de nuit. Hélas, le couvre-feu faisant, la moisson est bien maigre. Mais c'est difficile. Présentement, sans vous mentir, l'économie a carrément baissé. Nous-mêmes, on se cherche actuellement. Le président des commerçants a été voir le commissaire plusieurs fois par rapport au couvre-feu. Il n'y a pas eu gain de cause. Mais présentement, franchement dit, nous sommes endettés, on ne peut pas payer nos crédits, on ne peut pas travailler. Tenez la restauratrice est du même avis. Rester chez soi de 22h à 4h du matin est mauvais pour les affaires. Vraiment, ça nous coûte beaucoup. Et d'ici 19h à 20h, il n'y a plus de clients. Donc on se contente de 10h à 18h comme ça. Voilà, à l'heure là, il n'y a plus de clients. Donc il faut demain encore pour qu'on reprenne. Donc les activités, ça ne va pas. Bon, à 22h aussi, c'est le moment que les gens voulaient venir s'asseoir, manger ou boire. À l'heure là, moi-même, je ne vends plus les boissons. C'est manger seulement je fais. Tu peux remplir ton frigo. À 22h, on dit de rentrer. Donc, il n'y a pas de client. Chaque fois, tu consommes de l'électricité, or que tu payes ça par mois aussi. Donc, vraiment, s'ils pouvaient ajouter un peu à minuit, à 2h du matin, pour que nous aussi, on s'en sorte. Bon, pour les autorités, c'est bien, ils font bien leur travail, mais nous, vraiment, ça ne va pas du tout. La vente du poisson frit. Mama Teni en fait son business depuis plus de 20 ans. Mais avec les restrictions imposées par la situation sécuritaire, la poissonnière est obligée de libérer le plancher avant 22h. L'instauration du couvre-feu est un coup dur pour les commerçants. À partir de 22h, chacun est contraint de rentrer chez lui. Et pourtant, il y a des clients qui viennent après 7 heures. Sincèrement, le couvre-feu nous pénalise. Le poisson fumé du Sourou, cherche preneur, ici au marché de Di, à un jeu de pierre du fleuve Sourou.
La vallée du Sourou, un agropôle en devenir. Plus de 110 tonnes de produits agricoles y sont récoltés à chaque campagne agricole. Mais la persistance de la menace terroriste constitue désormais un frein à l'écoulement. Présentement, il y a des joyaux à terre, ça n'achète pas. Il vaut mieux de la tomate là. Sinon, les restes, l'oignon là, vraiment c'est toujours posé, ça n'a toujours posé. Ceux qui ont pu vendre aussi ne gagnent pas leur argent. Les acheteurs là ne sont pas clairs. On vend, d'après que l'oignon est parti pour eux au Ghana, en Côte d'Ivoire. Donc il y a beaucoup qui sont vraiment... Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'insécurité. Ce serait faux. Certains événements que nous avons vécus nous ont vraiment suffisamment ébranlés. Nous vivons avec l'insécurité. Bon, nous ne dormons pas. Chacun à son niveau et à sa manière. La peur au ventre, certes, mais la vie reprend lentement son cours dans le Sourou. Et le couvre-feu, un mal nécessaire, est toujours en vigueur de 22h à 4h du matin. Retour à Ouagadougou où des organisations de la société civile s'imprègnent du contenu du nouveau plan stratégique de lutte contre le paludisme. Une formation voulue pour elles par le Programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires. En filigrane, l'accompagnement de ces OSC dans le combat contre la maladie qui fait de nombreuses victimes par an. L'ouverture des travaux avec Kwalen Nepié et Issia Kanana. Le plan stratégique de lutte contre le paludisme 2021-2025, objet d'échange à cet atelier. Il s'agit pour ces représentants d'organisations de la société civile de s'approprier ce document d'orientation en matière de lutte contre le paludisme pour plus d'engagement dans sa mise en œuvre. Nous connaissons le rôle crucial que les organisations de la société civile jouent dans cette lutte et c'est pourquoi nous tenons à les présenter aujourd'hui le plan stratégique 2021-2025 de la lutte contre le paludisme pour demander leur engagement et leur accompagnement aussi à une mise en œuvre reçue de ce programme, de ce plan stratégique. De par sa morbidité et sa mortalité élevée, le paludisme est un problème de santé publique au Burkina Faso. Une maladie dont la lutte est multisectorielle selon ses acteurs, ce qui fait de la contribution des OSC une action cruciale. De leur proximité dans les communautés, de leur approche multisectorielle aux maux de la santé dans un pays comme le Burkina Faso. Et je pense qu'au niveau national, géographique et thématique, il est important d'avoir les OSC à tous les niveaux d'engagement et de dialogue quand il s'agit de la lutte contre le palu. Au sortir de cet atelier, il sera mis en place un groupe de travail pour une lutte plus accrue contre l'endémie palustre au Burkina Faso. L'ambition affichée, éliminer le paludisme d'ici à l'horizon 2030, conformément aux engagements de l'Union africaine. Nous retournons dans le centre-ouest et sur les pas du président du Conseil de la Confédération helvétique, Andreas Aebi, qui était sur les traces des réalisations suisses au Burkina. Le film de la visite avec Urbain Benito Somé et Nyaki Teda. Sur la piste rurale de Noissin dans la commune de Poix, le président du Conseil national suisse, Andreas Aebi, visite l'infrastructure financée par son pays et réalisée par les populations locales elles-mêmes. C'est la technique IMO, haute intensité de main-d'œuvre qui est utilisée. Dans quelques jours, la piste sera opérationnelle avec un ouvrage de franchissement. Adieu le calvaire et les angoisses, car 4 personnes ont perdu la vie, emportées par les eaux. Nous sommes très fiers de cette route, car pendant la saison des pluies, c'est la croix et la bannière. Joindre un bout à l'autre, ce n'est pas facile. Maintenant, tout va reprendre. Le commerce, l'école, etc. La piste désenclave 3 communes, Poix, Ramongo et Sabou. Après cette piste, le visiteur du jour met le cap sur le centre Wen Puré de Koudougou. Wen Puré œuvre pour la valorisation des produits de la riche depuis 1999. Nous avons bénéficié d'un appui de la coopération suisse pour former 200 apiculteurs et créer 6 mielleries villageoises. Pour améliorer la qualité de notre production, c'est quand même réconfortant.
À l'atelier de mécanique expérience moto 2 roues de Koudougou, les apprenants font une démonstration des connaissances apprises aux visiteurs. Les jeunes du centre constituent un échantillon de 8000 jeunes formés à travers le pays avec le concours de l'État et du patronat burkinabé appuyé par la coopération suisse. On a vu ces deux apprentis maintenant ici, ils sont motivés, ils savent beaucoup de choses. Alors la Suisse est venue fort à cause de ça. On a besoin des jeunes comme vous savez ici. Félicitations. C'est une préoccupation qui anime le patronat aujourd'hui. Le président Compaoré Apollinaire, quand il a été élu, il a dit qu'il fallait que ce partenariat avec la coopération suisse puisse déboucher sur la mise en œuvre d'un grand programme de formation des jeunes. C'est ce que nous avons commencé donc depuis 2018 et le projet opérationnel depuis 2019. C'est à peu près 2,9 milliards qui ont été mis sur la table. Des merveilles selon Andreas Aibi, visiblement satisfait de cette sortie de terrain. Cette information qui vient de nous parvenir avant de poursuivre ce journal en raison d'un déplacement du président du Faso au Tchad pour prendre part aux obsèques du président Idriss Déby. La journée du paysan initialement prévue pour se tenir le 23 avril 2021 est reportée au samedi à 24 avril. Prise en compte du genre en milieu carcéral, parlons-en. Le ministère en charge de la justice et le PNUD viennent de lancer un projet d'auto-évaluation institutionnelle de l'administration pénitentiaire. Un projet qui a pour but l'accroissement de la capacité de cette administration afin de mieux répondre aux besoins des détenus, leurs parents et tout autre usager. Sur ce projet, on en sait davantage avec Issa Kafando et Hadi Sandamba. Un projet pour évaluer les inégalités liées au genre en milieu carcéral. L'initiative est du ministère en charge de la justice qui entend par ce projet assurer une meilleure jouissance des droits des travailleurs pénitentiaires pour une réponse adéquate des besoins de la communauté. C'est chercher à savoir si les spécificités qui doivent être accordées à chacun des sexes, si cela est respecté dans nos milieux carcéraux. Et aussi au regard du personnel qui exerce dans ce milieu, et même au-delà de cela, de ceux qui sont internés, ça veut dire les pensionnaires. Est-ce que les spécificités dont ils ont besoin en tant que femmes ou en tant qu'hommes, est-ce que ces spécificités sont respectées? Également, on veut faire cette évaluation par rapport aux parents qui rendent visite, les parents des détenus. Avec une durée d'exécution de 9 mois, les activités de l'auto-évaluation genre de l'administration pénitentiaire vont couvrir l'ensemble du territoire national. Il est financé par le PNUD à travers son programme Cohésion sociale, Sécurité et État de droit. Le mandat du PNUD, c'est de travailler, d'accompagner le gouvernement du Burkina Faso dans l'atteinte de l'objectif de développement durable, dont aussi l'objectif de développement durable numéro 5, qui est sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. C'est également un projet qui entre en droite ligne de la vision de la stratégie nationale genre. Et son exécution constitue une étape qui va permettre à la Direction générale de l'administration pénitentiaire de se faire un plan d'action en vue de travailler à réduire les défaillances en matière de respect du genre en milieu carcéral. Un mot de culture dans ce journal avec le festival Gigana de Tiebélé annoncé du 29 avril au 1er mai. Les organisateurs étaient face à la presse la semaine dernière pour décliner l'esprit du festival et les grands actes. Daouda Ouattara et Marguerite Douanou. Faire connaître le patrimoine culturel, artistique et touristique Kassena, créer un cadre d'échange et de fraternisation. C'est l'objectif du festival dénommé Festival Gigana qui signifie la manifestation des arts et de la culture. L'initiative est de l'association Lénine Titi de Tiebélé qui, face à la presse, déroule les grands axes de l'événement. Les grandes lignes du festival, c'est déjà les concours, les compétitions, tir à l'arc, art culinaire. Nous avons évidemment une parade avec la célèbre danse guerrière qu'on ne trouve qu'en pays Kassena. Nous avons les soirées. Prévu pour se tenir du 29 avril au 1er mai prochain, le festival Gigana est à sa première édition. Thème choisi à cet effet,
notre culture, notre futur. C'est vrai, les festivals, il y a des spectacles, les festivals, il y a le manger, le boire. Nous voulons mettre beaucoup l'accent sur la formation, sur l'initiation, sur la sensibilisation de la jeunesse, sur les valeurs. Le festival Gigana se tiendra à Thiébélé, localité située à une trentaine de kilomètres de Pau. Aux organisateurs de rassurer quant aux mesures prises contre la pandémie du Covid-19. La Direction générale de la coopération victime d'un incendie qui a calciné le couloir électrique du rez-de-chaussée au 4e étage. Comment reprendre le travail dans de brefs délais? Une réunion d'urgence est convoquée pour trouver des solutions palliatives, nous dit Draman Dadia, qui a également fait le constat pour nous. Vu de l'extérieur, rien à signaler à la DGCOP. Mais c'est un immeuble sans électricité, du rez-de-chaussée jusqu'au 4e étage. Il a fallu l'intervention des soldats du feu pour circonscrire les dégâts. C'était la nuit dernière. Vers 1h, 2h du matin, qu'il y a eu quand même une détonation. À ce qu'on nous a signifié des boîtiers électriques au niveau du rez-de-chaussée. Et l'incendie, en tout cas les boîtiers ont pris feu. Et l'incendie s'est propagé, ce qui a amené à cette situation de sinistre de la DGCOP. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de l'électricité. La Direction générale de la coopération, privée d'électricité, une partie du bâtiment noirci, incendié par endroits. Le directeur général de la DGCOP réunit d'urgence son staff pour parler continuité du service. Il faut continuer à travailler au regard de la position stratégique de la direction générale de la coopération. Essayer peut-être de délocaliser certaines activités de façon temporaire et de s'organiser en interne par direction pour continuer à traiter les dossiers qui nous parviennent en attendant que les travaux reprennent très rapidement et nous livrer un local fonctionnel. Des mesures palliatives espérant minimiser les désagréments au lendemain de l'incendie à la DGCOP. Satisfaire les usagers demeure la priorité de la Direction générale de la coopération, foi de ses responsables. En actualité internationale, Derek Chauvin est déclaré coupable de la mort de George Floyd, une annonce qui a entraîné des explosions de joie devant le tribunal de Minneapolis. L'ex-officier de police sera situé sur sa peine dans quelques semaines. Une nouvelle date marquante dans la douloureuse histoire de la question raciale aux États-Unis. L'ex-policier Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd et pourrait passer des décennies en prison. Dans le cadre du premier chef d'accusation, notre jury déclare l'accusé coupable. Un verdict attendu par la famille de George Floyd. Le voir sortir de la salle d'audience menotté, comme mon frère a été menotté, cela m'a montré qu'il n'avait plus le pouvoir, qu'il ne contrôlait plus rien. C'est mon frère qui a le contrôle. Ces images de mai 2020 avaient fait le tour du monde. Un policier blanc plaque un Afro-Américain contre le trottoir, son genou sur le cou l'empêche de respirer. Elles avaient déclenché des protestations mondiales et des appels à réformer la police. Ce mardi à Minneapolis, la satisfaction se mêle à la tristesse. Nous ne célébrons pas l'emprisonnement d'un homme. Nous aurions préféré que George soit en vie. Mais nous célébrons parce que des jeunes, blancs et noirs, dont beaucoup ont été pointés du doigt, ont manifesté encore et continué à avancer. Joe Biden a salué le verdict. Pour lui, cette affaire a arraché les œillères de la société américaine. Le verdict de culpabilité ne ramène pas George, mais à travers la douleur de la famille, ils trouvent un but, de sorte que l'héritage de George ne sera pas seulement lié à sa mort, mais à ce que nous devons faire en sa mémoire.
Une foule s'est rassemblée ce mardi à l'endroit où George Floyd est mort. C'est la première fois dans l'État du Minnesota qu'un policier blanc ayant tué dans l'exercice de ses fonctions est condamné pour meurtre. Retour au Burkina où la disparition du maréchal tchadien fait la une des quotidiens. À lire également dans les journaux du jour les réserves du SINASEB sur la réforme de la fonction publique. La revue de presse de Boukari Ouedraogo. Le président Déby, tombé les armes à la main, affirme le quotidien de Tassidouaya. Il est parti alors qu'il venait d'être réélu pour un 6e mandat à la tête de son pays. Idriss Déby Itno, une pièce maîtresse dans la lutte contre le terrorisme, est parti, laissant nombre de présidents dans la consternation, poursuit Sidouaya. Le journal se demande si avec la disparition du gendarme du G5 Sahel, le Tchad qui constitue une véritable digue de l'expansion du terrorisme ne soit désormais un boulevard pour envahir les autres pays du G5 Sahel. Aussitôt parti, une transition est mise en place dirigée par son fils, Mahamat Idriss Déby, nous informe le pays. Une transition qui fait dire à l'Expresso du Faso que le scénario est similaire à celui de la République démocratique du Congo, où après la mort de Laurent Désiré Kabila, c'est son fils Joseph Kabila qui assure la continuité avant de devenir président du pays. La disparition de Itno à l'âge de 68 ans laisse planer beaucoup d'inquiétudes, ce qui fait dire à l'Obs que le G5 Sahel est orphelin de son meilleur combattant. Même son de cloche pour aujourd'hui au Faso qui qualifie le dernier combat de Idriss Itno Déby d'onde de choc pour le Sahel. Un choc ressenti au niveau du journal Le Quotidien qui se demande quel avenir pour le Tchad et le G5 Sahel. La réforme au ministère de la fonction publique fait des gorges chaudes. Dans l'Obs, le SINASEB dénonce un saccage des carrières et invite le gouvernement à un dialogue franc et sincère, précise le pays. Un dialogue qui permettra de rétablir le traitement méprisant des secrétaires de l'administration publique, martèle Sidouaya. À Bobo Dioulasso, le maire Bouraïma Sanou tape du poing sur la table en mettant fin à une opération de lotissement illégal au secteur 23 de la ville, nous signale l'Express du Faso. Pendant ce temps, selon Sidouaya Samur Murayako, où le premier adjoint au maire est épinglé dans un deal de parcelles. Je reprends pour vous cette information en raison d'un déplacement du président du Faso au Tchad pour prendre part aux obsèques du président Idriss Déby. La journée du paysan initialement prévue pour se tenir le samedi 23 avril, 23 avril est reportée au samedi 24 avril 2021. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Dans quelques instants, l'actualité en langue nationale. Bonne suite de programme.